Salut tout le monde. Je suis content de voir que sur ma vidéo relative au Bitcoin, je suis content de voir toutes ces interventions. Donc vous n'hésitez pas, vous donnez votre avis, vous échangez, voilà et tout. Et voilà, toujours pareil. Donc comme quoi, il faut, je pense que le véritable principe, c'est le réel. Les campagnards, les broussards, les pecnos, c'est eux qui ont la vérité, les survivalistes, c'est tout. Ils sont en contact du réel. Le réel, comme dirait Philippe Dick, c'est ce qui reste quand tu crois plus en rien. C'est ça le réel. Voilà, tu vois. Et ben eux, ils connaissent, hein, couper du bois, sentir la pluie, sentir le gibier, chasser. La vraie chasse, hein. Pas les canardeurs. La vraie chasse, celle des paysans. Celle des types qui montent entre copains dans la montagne, qui te chopent un sanglier de temps en temps, une bonne bouffe, une bonne bouteille, tranquille. Tu vois, je te parle pas des canardeurs, c'est ça aussi, hein. On n'est pas des écolos, nous, on est des vrais. On sait ce qu'est la vraie chasse, la vraie vie. Tu vois, le gars, ils sont 4-5, après ils se découpent le sanglier, en famille, ils bouffent, etc. Voilà, bref. Eux sont au contact du réel. Quand on lève une ambiguïté, moi je n'accuse pas les youtubeurs de. Je pense qu'ils sont de bonne foi, hein, c'est juste que voilà quoi. Ça arrive tout d'un coup, c'est hyper viral, et puis bon, demain il n'y a rien, quoi, c'est tout. La monnaie aussi, hein, on est d'accord, hein, la monnaie aussi, il n'y a rien de toute façon. À la limite, j'ai envie d'aller plus loin, même l'or. Hein. Je vais faire quoi alors? Il y a un flingue, il va te donner son or. Hein. Par contre, avec de l'or, tu lui prends pas son flingue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut penser Mad Max, faut penser paysan, faut penser le type, là, l'ancien SAS. Il y a tout un tas. Alors merci Jacques pour ton lien, hein, le bouquin a l'air intéressant. Merci Castel aussi, t'hésites pas hein, pour la bourse, effectivement. En fait, t'as raison, t'as raison. Le savoir est un pouvoir. Quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais faire. Et il y a des gens qui, je parle pas de boursicoteurs, hein, il y a des gens qui, de chez eux, alors je sais pas trop comment ils se débrouillent, mais des gens par exemple genre la femme est prof ou elle travaille et le mari il est là, mais il se fait 3 000 à 4 000 euros en jouant sur les hausses, les petites baisses, les trucs techniques qu'il y a, tu sais, en ouverture de bourse, en fermeture de bourse, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, tu sais, ça joue sur rien, mais tu sais, quelques milliers d'euros. Voilà, au lieu de jouer au poker sur internet et de perdre 700 euros dans la journée ou d'en prendre 1000, eux ils font ça avec la bourse et ils gagnent. Et j'ai vu un reportage là-dessus. Bon, j'aimerais évoquer avec vous 3 livres. Vous m'excuserez, je me lève, là, j'ai bossé toute la nuit, j'ai dormi quelques heures. Donc j'ai envie de faire aussi un peu des vidéos intéressantes avec des vrais gens, pas des cafards, qui viennent troller en fait, et qui viennent, mais là je les enlève systématiquement et qui viennent mettre des pouces moins. Alors pour répondre à la question d'une personne, ils mettent des pouces moins pour pas que j'apparaisse. Mais bon, leur réponse elle est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as des types, ils t'appellent, ils te disent je veux un débat avec toi, je suis pas d'accord avec toi, voilà, ils balancent ses idées, respect. Eux ils ont rien, ils ont pas de respect, ils ont que de la haine à proposer aux gens. Et pour ceux qui pensent que je clash, moi je clash pas comme ça, je veux dire, c'est un retour des choses. Pour ceux qui comprennent pas, qui me trouvent trash, mais attendez, mettez-moi à ma place, c'est eux qui sont trash. Moi, si ces types, ils faisaient leur affaire entre eux, je sais pas, c'est de la logique. Écoutez ce qu'ils disent et mettez-vous à ma place, quoi. Les gars traitent d'autres hommes de cafards, de sous-hommes, etc. Alors, ne faites pas, enfin, je vous attaque pas, mais d'ailleurs, je vais pas te nommer, je t'attaque pas, mais écoute ce qu'il dit et mets-toi à ma place. Ça s'appelle l'empathie, c'est le béaba de l'intelligence, quoi, le gars. Et quant à ceux qui pensent que je fais des vidéos pour clasher, pour faire des vues, je perds des abonnés, je perds des gens. Alors, tu vois, comme quoi je calcule pas. Je dis juste la vérité, je l'ai écrit, je leur dis encore, ces gens-là, c'est des racailles d'un autre style. Ils sont là, comme la maladie, comme la misère sur un pauvre, ils sont là. Et tu sais, chaque chose a une double polarité. Hein. Donc voilà, donc c'est la polarité négative, ces gens-là. On parle des racailles de quartier, mais les racailles de quartier qui ne sont pas les jeunes. Hein. Dans leur immense majorité, les jeunes de quartier sont très bien, et ben là c'est pareil. Vous n'êtes pas des racailles, les gars. Les nations, c'est pas des racailles. Je vise une clique de gens qui traitent des autres de cafards. Je sais pas, c'est facile à comprendre. Ces types-là sont haineux, disent des choses, des énormités sur des gens, ça choque des gens. Alors plutôt que d'aller lâcher des gens et leur tirer dessus, voilà. Et j'aimerais leur passer un message. Et ouais, des embuscades, ça marche pas. Par contre, faites gaffe. Je vais réagir. Je réagirai légalement. Donc les petits cons là qui me donnent des interviews, des trucs dans les cafés machin à Marseille, mais t'es fou, toi, t'es chez moi là. Alors on va oublier l'interview que tu m'as proposée. D'accord, on va t'oublier, on va. Parce que je cours pas après des microbes, mais fais attention, gars. Hein. Je crois que t'as pas l'impression, quoi. Je crois que vous êtes un peu con, quoi. Vous voulez quoi qu'on intervienne? Parce que si j'interviens, j'interviendrai légalement. On est dans un pays civilisé. Puis comme ça, je te prendrai des sous, je les donnerai à des associations. Voilà. Et puis l'usage de la force, il y aura représailles. Je suis pas tout seul, vous êtes fous, les gars. Ouais, surtout l'autre, là, avec sa fausse tête, quoi. Je sais pas, va te refaire les dents. Déjà, parce que là, on va te les péter, les dents. T'es à Marseille, gars, t'es con ou quoi?
T'es un benet, quoi. T'es à Marseille. Hein. C'est pas parce que tu restes dans ton arrondissement que... Il est fou, le mec. T'es fou, hein. Parce que moi, à la limite, j'ai même rien à faire. Hein. Il y a des gens qui regardent. Hein. Ok, mec. La bataille. J'adore le livre. Je vais vous expliquer. J'en écris, mais j'adore les livres. L'instrumentum, comme on dit en droit, en latin. Et tu peux toucher, sentir, tu peux te promener avec. À la limite, des fois tu te promènes avec, tu ne le lis même pas, mais tu l'as dans la main. J'adore le livre. Je préfère un livre papier qu'un livre numérique. Surtout que là, bon, là, c'est du Grasset, hein. Bon, c'est une grosse maison d'édition, mais c'est beau. Attendez, j'en ai un autre là-bas. Attendez. Vous voyez, ça, c'est Podium de Mo Sislak, de Yann Moix. Très très bon livre, hein. Même si vous n'aimez pas Yann Moix, moi j'ai rien contre lui, hein, je m'en fous en fait de Yann Moix, mais très bon livre, Podium. Ah ouais, d'ailleurs, regardez, 4 livres. Podium, Yann Moix. L'autre fois, avant mon débat, j'ai eu une panne, là, tout le samedi, je l'ai lu, j'ai ouvert un petit peu, j'ai regardé, j'ai accroché, j'ai fini. Magnifique. Podium, c'est l'histoire d'un type dont le beau-frère, entre guillemets, est le sosie de Claude François, mais un fanatique. Un fanatique. Et donc ça nous raconte l'histoire des sosies de Claude François, donc ça s'inspire de réalité. Et franchement, il écrit bien. Hein. Il écrit bien. L'écriture simple, pas alambiquée. Mais tu le lis, tu le lâches pas, le livre. Voilà, Yann Moix, Podium. S'il y a un livre que je vous recommande, c'est celui-là. Alors, moi, je ne vous donne pas le prix et les pages, hein, je ne suis pas une maison d'édition, il n'y a rien d'ironique, hein, mais je veux dire, je vous parle du livre, c'est tout. Après, j'ai cité Grasset parce que j'aime bien ce format, vous voyez, un peu jaune, je sais pas quoi, mais c'est sympa. J'espère que la vidéo rendra. Et pareil, c'est bizarre, il y a quelques temps, je suis tombé sur ce livre, un livre de Patrick Rambaud, B-A-U-D, voilà, La Bataille. C'est la bataille de... Avant la bataille... je l'ai lu il y a quelques mois, Hastings, bataille d'Hastings. Napoléon, bataille d'Hastings. Il raconte la bataille, comment les troupes napoléoniennes qui étaient à cette époque-là. Napoléon, c'était un bonhomme, il se tapait avec des vraies armées, des armées équivalentes. Napoléon, il n'allait pas en Afrique ou en Syrie bombarder, comme font les Américains, et se dégonfler en Afghanistan. C'était un bonhomme, Napoléon. Il a mis à l'amende toute l'Europe, alors c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien, etc. Ok, on est d'accord. Mais on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, parce que quand on commence à juger c'est bien, c'est pas bien, en tout cas sur ces sujets-là, sur ces thèmes-là, on n'est pas en politique, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire comprendre. Pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas. Pareil, j'ai accroché, donc voilà. La bataille, ça démarre, Vienne, 1809. Napoléon se rapproche de Vienne. La bataille d'Hastings, qui est une bataille où Napoléon a failli se faire piéger, et qui finalement, ça sera la bataille qui sera avant celle de Wagram. Et il finit par s'en sortir, et il ne se fait pas piéger, et il retourne la situation. Napoléon, un génie tactique français, étudie dans toutes les écoles de guerre. Je vous invite plutôt qu'à voir des trucs à la con que genre Sun Tzu. Sun Tzu, t'as pas besoin de Sun Tzu, hein, c'est des trucs élémentaires. Voir Napoléon. Une fois j'ai cité Clausewitz, Moltke, tout ça, ben Napoléon, un génie. Pour les anciens militaires, s'il y a des artilleurs parmi vous, hein, je suis un ancien artilleur des troupes coloniales, moi, un Bigorre, il faut savoir que l'artillerie française a gagné ses lettres de noblesse, notamment grâce à Napoléon, qui gagnait grâce à l'artillerie et à la tronche. Il arrivait avec des inférieurs, avec des effectifs inférieurs en face, il arrivait à gagner grâce à la tronche. Il savait jouer du terrain, enfin bon, bref, Napoléon. Je vous conseille d'étudier Napoléon, très important. Bataille d'Hastings, pareil, hein, très réaliste. Donc Patrick Rambaud se met dans la peau de différentes personnes. Et puis en fait, voilà, quoi, ils arrivent, ils se font piéger, ils réussissent à repartir parce qu'en fait, le génie avait installé des ponts pour passer le Danube. Enfin bon, ça se passe pas super et tout. Je vous invite à le lire, il se lit facilement et c'est un livre passionnant. Science-fiction, science-fiction. Je vous raconte pas l'histoire, hein, je veux dire, on l'a fait vite quand même. Hein. Science-fiction. Alors en science-fiction, moi j'adore la SF, la vraie SF, hein, la vraie SF. En France, nous avions Barjavel par exemple. Excellent Barjavel. On avait Jacques Sadoul. SF fantastique, voilà. Et là, moi j'ai envie de vous parler d'un type que j'aime bien, Frédéric Brown. Frédéric Brown, excellent. Frédéric Brown fait souvent des nouvelles. Bon là, en l'occurrence, il s'agit d'un roman qui se lit pareil facilement. Ça se lit quoi en 2 heures, 180 pages, 2 heures. Frédéric Brown, c'est un type qui arrive à faire des nouvelles de 2 pages.
Donc voilà, donc si un jour vous tombez sur un vieux stock de livres, vous voyez du Frédéric Brown, prenez, c'est toujours plaisant. Là, c'est un roman qui s'intitule, ah ben ça va faire plaisir à certains, Martien Go Home, rentrez chez vous les Martiens. Pareil, je vous raconte pas l'histoire, c'est un écrivain. Toujours pareil, la loose, un écrivain, il est au bout du bout, il a besoin de thunes, etc. Il picole un peu, sa meuf elle veut pas de lui, machin et tout. Les Martiens arrivent. Voilà, l'expression Toto, elle vient de là. Oh Toto, les Martiens arrivent, c'est des casse-couilles, on dirait des gremlins, personne ne peut rien leur faire, et le but c'est de les faire repartir. Et ils cassent les couilles à tous les terriens, alors excusez-moi, je suis pas Bernard Pivot, hein. Je parle comme j'ai envie. Martien Gaume, je vous le conseille, mais il y en a d'autres hein, de Frédéric Brown. Quatrième livre, ce n'est pas un livre, enfin c'est un livre, et c'est plutôt 3 romans qui se suivent. Mon auteur préféré en espionnage, le meilleur pour moi, hein, le meilleur. Hein. Ça n'a rien à voir avec Robert Loudoulou, ces connards pro-américains qui sont là, qui sont à côté de l'armée américaine, ils ont leur grand-mère à la CIA, il écrit 3 conneries, ça n'a rien à voir. John Le Carré, alors c'est pas son vrai nom, un ancien du MI6, des services anglais. Alors excusez-moi, je l'ai lu et relu, je le relis encore, vous voyez, j'ai dû le lire 10 fois. John Le Carré était au MI6, il a travaillé à Berlin, c'est un germanophone, et il a travaillé, il me semble, dans les années 60-70, donc un type du milieu. Et c'est pas un espion qui s'essaye à la littérature, c'est un écrivain. Et je peux te dire qu'il écrit, donc moi je connaissais la fille au tambour, un pur espion. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Mais là, moi, j'avais envie de vous présenter, bah écoutez, j'avais envie de présenter les 3 romans dans lesquels apparaît son personnage, personnage légendaire et récurrent, Smiley, George Smiley. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous comprenez, enfin bon, ceux qui connaissent comprennent mon enthousiasme à parler de John Le Carré. Et donc, là, vous avez 3 romans en un. Vous avez La Taupe, Comme un collégien et Les gens de Smiley. Ce qui est marrant avec lui, c'est que quand tu le lis, tu as un certain spleen. Le spleen, c'est, pour ceux qui connaissent le spleen de Paris, c'est la nostalgie d'une époque qu'on n'a jamais vécue. Voilà. Donc, La Taupe, c'est une histoire plus ou moins vraie, puisque c'était ce qu'on appelait les 5 de Cambridge, les 5 ou les 6. Parce que finalement, ils les ont débusqués à 1. C'était des gens qui étaient dans le renseignement anglais et qui avaient des très hauts postes, parce que c'était carrément le premier niveau. Le premier niveau, et parmi eux il y avait des tops qui travaillaient pour Moscou. Hein. Les Russes ont toujours été en espionnage, ils ont toujours été les meilleurs. On voit les Américains partout, mais pendant ce temps les Russes c'est des malins, quoi, avec 3 bouts de ficelle, le gars, bref. Le KGB, le GRU, tout ça, ça a toujours été des pointures. Hein. La DGSE pareil, hein. Parce que vous avez l'impression, excusez-moi je fais un petit aparté, vous avez l'impression que nous avons des services de merde, mais en fait c'est des petits dislards, avec 3 bouts de ficelle, un stylo, un machin, le mec il t'a embrouillé tout le monde. En fait voilà, les services français, ils ont le vice des moyens orientaux, et ils ont la tronche des Européens. Voilà. Et quand les Américains te disent on a espionné tout le monde et tout, pendant ce temps tu peux être sûr qu'il y a un Français derrière qui les espionne et qui se la joue modeste, tu sais, un mimi avec une casquette comme ça, il est en train de faire le tuyau et d'écouter. Bref, voilà, parce que les Américains aussi sont espionnés. Mais ça, bon, maintenant ça se sait. Donc, La Taupe, il débusque. C'est un type des services actions qui se barre de Singapour, qui réussit à revenir, qui réussit à prévenir certains des services de renseignement, dont Smiley, enfin Smiley plus tard, qui réussit à les prévenir qu'il y a une taupe très importante qui est manipulée par un autre personnage référent qui s'appelle Carla. Carla, du nom du service intégré au KGB, dans lequel il formait des taupes et des agents de profondeur, c'est-à-dire des types qui vont habiter quelque part, qui font une vie, hein. C'est des vrais agents en profondeur, c'est des types, tu sais pas quoi, il est mécanicien, ça fait 50 ans qu'il est là, et voilà, ou 25 ans, parce que c'est des gens qui bossent à la décennie. Donc il prévient contrôle, non il prévient pas contrôle, parce que contrôle est mort, mais enfin il réussit à prévenir des gens. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Ces gens-là contactent Smiley qui a été viré lors d'une purge, parce que en fait, les services anglais ont loupé pas mal d'opérations, mais c'est tiré d'une réalité. Je vous invite à vous renseigner pour ceux qui sont amateurs de véritable espionnage. Pas les mecs qui regardent James Bond hein, et tout. Parce qu'un agent, tu le reconnais pas, il boit pas de champagne, il baisse pas des meufs, c'est la galère. C'est un moine, un agent. Un véritable agent, c'est un moine. C'est un moine. Et il est là juste pour la merde. Et je parle pas d'un agent d'action, je parle d'un agent tout court. Je parle pas du service action, là c'est encore autre chose, c'est une autre technique, bref. Et tout. Donc il réussit il contacte, des gens contactent Smiley, le ministre, etc. Et puis il faut débusquer la taupe. Parce qu'en même temps, débusquer la taupe dans un service qui est gangréné, c'est compliqué. Donc toute l'histoire consiste à débusquer cette taupe. Je vous dis pas comment il procède, mais par contre ce que je peux vous dire c'est que ça se lit bien. Et puis
John le Carré réussit à te faire rentrer dans cette atmosphère de l'espionnage, de l'Angleterre des années 70. Donc c'est un excellent écrivain. Et quand il débusque la taupe, donc le deuxième roman, c'est comme un collégien. Donc là, cette fois, ils veulent choper Carla. Enfin, ils veulent remonter, parce qu'en fait, le service est en ruine. Donc ils ont dû tout enlever, tout démanteler. Tout démanteler et repartir de zéro. Et pour ça, donc, il fallait, pour démanteler, notamment en Asie, parce que comme un collégien se passe en Asie, Hong Kong, un nid d'espion, tout le monde sait que Berlin, Hong Kong, ça a toujours été... Berlin, Hong Kong, Istanbul, ça a toujours été des plaques tournantes de l'espionnage, de tous les services d'ailleurs. Ça l'est encore un peu, hein. C'est pour ça que quand je vois Snowden aller à Hong Kong, je rigole, parce que normalement, si Snowden n'était pas une taupe américaine, il serait mort en 1 heure. Donc, comme un collégien, donc, qui est la suite de la taupe, Smiley, cette fois, contre-attaque. Il veut détruire une opération à certain financement. C'est marrant d'ailleurs. Ils veulent détruire un financement qui vise à installer une taupe chinoise. Non, attendez, que je te dise pas de conneries. Je les ai eus il y a longtemps. Une taupe de Hong Kong qui a été installée dans les services chinois et qui est manipulée par Carla. Donc voilà, c'est le micmac. Je ne vous dis pas comment ça finit. Et dans le troisième légende Smiley, Smiley est à la retraite, on le rappelle, parce que ses anciens honorables correspondants, comme on dirait en France, meurent un à un. Et voilà, et donc les trois, si vous voulez, les trois romans sont la lutte entre George Smiley qui a un compte à régler, je ne vous en dis pas plus non plus, avec Carla en face. Comment ça se finit, comment ça se finit pas. À vous de voir, en tout cas les trois sont intéressants. Et franchement, si elles mettent un peu d'argent, pareil, n'hésitez pas. Voilà. Donc là c'est Robert Laffont, hein, les éditions. Il y a un millier de pages, 1200 pages. Et tiens, je vais le reprendre, je vais le relire ces prochains jours, j'adore. Et voilà, et c'est pas James Bond, c'est pas des trucs à la con, c'est pas le mec qui fait du karaté, il a tué tout le monde. Là, on sent derrière qu'il y a un véritable agent. Alors pour ceux qui auraient vu le film La Taupe, ils essayent de rendre un petit peu l'atmosphère, mais c'est pas tout à fait le livre. Je vous invite à lire le livre. Et par la suite, donc les auteurs que je vous ai présentés, John le Carré, Frédéric Brown, Patrick Rambaud, je connais moins, mais bon, vu comme il a écrit son bouquin La Bataille, je vous invite aussi à aller voir ce qu'il fait par ailleurs. Et Yann Moix. Alors ne me dites pas c'est un gaucho machin, on parle de littérature, là on parle pas de politique, donc je vous invite après à creuser la piste. Voilà. Pour finir, hier j'ai mis une vidéo sur Michael Brecker, qui est l'un des plus grands ténors à mon sens, après Coltrane en jazz. C'est plus du jazz fusion ce qu'il faisait. J'ai dû la retirer pour des raisons de droit, hein. J'étais un peu con aussi, hein. Je pensais que ça allait passer, tu vois, et tout. Pourquoi ça? Parce qu'il y a 10 ans, il nous quittait à peu près là, je crois le 3. Il me semble que le 3 janvier, il me semble que c'était le 3 janvier, enfin bon, bref. Michael Brecker nous quittait. Michael Brecker, c'est les Brecker Brothers, pour ceux qui connaissent. C'est Michael Brecker seul. Et allez voir, moi, si j'ai un album à vous conseiller, c'est l'album où il y a le dessin des chers sketchs, tout ça. Est-ce que c'est Now You See It? Voilà. Quand vous écoutez Michael Brecker, c'est pas le jazz. Alors on a tendance, lorsqu'on pense jazz, à voir un grand ensemble derrière, Big Bang, ou alors du bebop, Charlie Parker, ou alors Miles Davis qui est excellent. Et avoir des blacks là, le jazz, il y a beaucoup de blancs qui jouent. Moi j'avais des amis, j'ai des amis qui jouaient en pro, hein, c'est-à-dire qui gagnaient leur vie, ou en tout cas qui essayaient de la gagner en France, parce que souvent quand tu fais des jazz en France, tu es obligé de faire à côté, je sais pas, eux ils faisaient de la variette l'été, à l'époque, il y a longtemps, pour manger, mais puis ils faisaient du jazz parce que c'était ce qu'ils voulaient. Le jazz c'est très dur à jouer. Et là il s'agit de jazz fusion. Donc Michael Brecker, c'est avec son frère Randy, c'est les Brecker Brothers. J'ai eu la chance de le voir à Vienne, en Isère, hein, un très très bon festival, festival de jazz de Vienne, voilà. D'ailleurs, deux festivals excellents, festival de jazz de Vienne en Isère, et le festival salsa de Vic Fezensac. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, on fait de la culture, donc la culture, on peut taper partout. Voilà, donc je vous remercie, hein, c'était quelques conseils de lecture. J'essaierai dans les jours qui viennent, parce que là je dois m'absenter, j'essaierai dans les jours qui viennent d'évoquer avec vous, enfin de vous proposer d'autres livres. Puis je pense qu'on fera de la SF, on fera ce qu'on appelle le cyberpunk. Maurice Dantec nous a quittés. Maurice Dantec était un écrivain qui était proche du cyberpunk et qui s'inspirait, je pense, hein, alors on aime ou on n'aime pas Maurice Dantec, mais c'était une personnalité quand même, hein, donc il se respecte. Et Maurice Dantec a écrit par exemple, non, allez voir ce qu'il fait, c'est intéressant, mais il s'inspirait d'un type qui s'appelle William Gibson, qui a écrit Nos Romanciens. C'est le père du cyberpunk.
Et vous avez aussi, comment il s'appelle, Galway. Et Galway, je crois que je vais faire une vidéo rien que pour lui. Et son livre Simulacron 3, qui a donné lieu à un film de Fassbinder, mais bon, un peu bidon le film, parce qu'il n'y avait pas les bons trucages, etc. Et qui a donné lieu en 99 à un autre film, donc, cette histoire Simulacron 3, passé virtuel, il me semble, ou passé réel, ou passé direct. Excusez-moi, je me réveille. Et puis, comme d'habitude, je la fais en spontané. Voilà, je vous remercie tous. Il fait beau, il fait chaud. Cacao. Chaud ananas, chaud abricot. Non, je rigole. Ciao.